est un vieux projet. C'est même ce qu'on appelle un serpent de mer. Il a 40 ans d'âge. Alors c'est peut-être le bel âge pour passer à la réalisation. Pourquoi est-ce que c'est un projet qui n'a jamais abouti? Parce que tout simplement les idées se sont succédées et se sont confrontées soit à des divergences de vues, soit à des obstacles financiers. Je pense notamment au transfert du musée à la manufacture des tabacs, qui n'a pas abouti, qui n'a pas trouvé un socle suffisamment ferme pour pouvoir aboutir. Alors néanmoins, il y a quand même des choses de fait. En 2005, les ailes conventuelles ont été restaurées. Elles ont été restaurées d'ailleurs pour un autre projet, puisque c'était un projet qui n'avait rien à voir avec le musée, mais enfin en tout cas elles ont été protégées, ça c'est une bonne chose. Et pour notre part, nous avons lancé des études de diagnostic et de programmation de réhabilitation du musée en 2012. Donc le point de départ pour nous, c'est la volonté en 2008 de le faire et en 2012 de passer à la phase opérationnelle. Donc ça veut dire que c'est un projet dont on peut espérer qu'il aura été réfléchi, mais qui était quand même dans l'esprit des élus depuis très longtemps. Un projet comme celui-là doit trouver plusieurs déclencheurs, parce que ce sont des gros projets qui génèrent de la prudence, de l'enthousiasme, et en général il faut un élément, au moins un élément déclencheur très fort. Je crois qu'il y en a eu deux. Il y a eu un élément déclencheur qui est, et je ne les hiérarchise pas, la dégradation accélérée de l'église. C'est une église patrimonialement extrêmement importante, extrêmement intéressante, et elle a été très très secouée par les intempéries, enfin, etc., dans les dernières années. Donc elle était dans une phase vraiment d'accélération de la dégradation. Et puis l'autre élément déclencheur, c'est la volonté politique, tout simplement. C'est le fait de dire, à un moment donné, est-ce qu'on est toujours en phase de questionnement ou est-ce qu'on est en phase de réponse? Moi, il m'a semblé que 40 ans de questions, c'était suffisant et qu'il fallait passer à l'action. Et que passer à l'action, ça n'était pas signer un chèque tout de suite, c'était se dire, on se met autour d'une table, on lance un concours et on fait le pari que les choses peuvent encore se faire. Je dois dire que j'ai résumé ça d'une façon assez simple, c'est veut-on ou pas que l'église s'écroule? Veut-on ou pas un musée à Morlaix? Si la réponse à ces deux questions est oui, on y va. Et je crois pouvoir dire que d'un point de vue aussi décisionnel, ce qui a été très important, c'est l'accompagnement psychologique, je dirais, pratiquement, de la DRAC, de la Direction Régionale des Actions Culturelles, qui a été absolument formidable. Faire le choix d'avoir un musée à Morlaix, d'un musée de notoriété à la hauteur de la qualité des œuvres, c'est une volonté politique qui s'inscrit dans notre politique culturelle. Le premier constat, c'est que c'est un musée de France, c'est un musée labellisé. Donc c'est pas un musée avec une trentaine d'œuvres intéressantes. Il y a un peu plus de 6000 fiches acti muséo, donc qui est notre base informatique de la collection. Sur ces 6000, il y a des ensembles. Il y en a un peu plus aussi, il y a des choses qui ne sont pas encore rentrées sur cet inventaire. C'est un musée qui possède des œuvres que nous prêtons régulièrement à des musées internationaux. Et ça met dans une situation tout à fait étrange de se dire Tokyo veut notre Boudin, Amsterdam veut notre Manet, le buste de Rodin, le seul buste de Rodin en argent qui existe, il est au musée de Morlaix. Et nous sommes dans un musée qui est, dans sa plus grande partie, fermé au public depuis 2003. Alors que faut-il faire? Céder les œuvres à d'autres ou bien prendre à bras-le-corps ce chantier et se demander ce qu'on peut faire? Et évidemment, dans notre politique générale, étaient inscrites des priorités. Ces priorités, elles sont culturelles, sportives et associatives, éducatives, qualité de vie quotidienne. La politique sportive a été l'objet de toutes nos attentions dans le précédent mandat, puisqu'on a construit ce grand équipement sportif. Sur ce mandat, le projet phare, mais aussi pressé par l'urgence de la préservation à la fois des œuvres et de l'Église,
c'est la politique culturelle. Et le musée, le projet de réhabilitation du musée s'inscrit totalement là-dedans. Donc on se lance dans cette affaire parce que nous pensons que la politique culturelle est exactement à la jonction de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire trouver un projet qui soit à la jonction de l'intérêt général, collectif, au-delà de Morlaix, et aussi un intérêt morlaisien. C'est-à-dire l'idée, c'est de rendre ce musée aux Morlaisiens, parce que c'est leur espace, c'est leur bien patrimonial, mais aussi l'ouvrir plus largement, parce qu'évidemment, un équipement culturel, c'est un levier économique puissant. Alors, on pourrait dire, pourquoi ce projet-là plutôt qu'un autre? C'est un musée qui, depuis plus d'un siècle, est installé dans cette église. Et je crois pouvoir dire que si nous n'avions pas pris la décision de lancer ce chantier, d'ici 2 ans, 3 ans, et l'église et le musée étaient fermés. Est-ce que nous voulons aller plus loin dans le cadre de cette politique culturelle et de cette politique touristique, cette politique d'attractivité générale, parce que nous pensons que l'attractivité économique du territoire, elle ne passe pas seulement par les entreprises, elle passe aussi par la politique touristique, et la politique touristique passe par la politique culturelle. Lorsqu'on se lance dans un projet comme ça, évidemment, on fait un tout petit peu, je ne dirais pas d'étude de marché, mais de prospective, c'est-à-dire qu'on se place dans la position de savoir, et après, qu'est-ce qui fera la différence? La différence concrète, c'est qu'on va par exemple doubler la surface d'exposition. Alors, ce projet de musée donc, va nous apporter un plus d'abord de la surface. La collection du musée va être déployée dans toute sa splendeur, hein, dans un parcours qui va mettre en évidence dans un premier temps l'église qui va devenir l'église des Jacobins, l'église des Dominicains du XIIIe siècle, et qui va devenir peut-être le premier objet de cette collection qu'on va redécouvrir. Et puis ensuite, nous aborderons le territoire sous toutes ses formes, donc à la fois l'archéologie, l'ethnographie locale, mais aussi extra-européenne, car nous avions dans nos donateurs, dans ces édiles qui au XIXe siècle ont fondé le musée, des voyageurs, des étonnants voyageurs, qui ont ramené des objets insolites. Donc ils seront présentés, et puis il y aura les arts populaires avec une très belle collection réunie par Jacques Burel entre autres, et puis enfin il y aura la galerie des Beaux-Arts et le cabinet d'art graphique où nous présenterons donc les œuvres qui aujourd'hui font la renommée de ce musée, depuis les peintures anciennes, le Romanelli par exemple, ou les peintures du XIXe siècle académiques, comme le très bel ensemble Bader, jusqu'au Monet, donc dans cette section impressionniste, post-impressionniste. Et puis l'art contemporain, là. C'est-à-dire que toutes les œuvres qui actuellement ne sont pas exposées ou exposées très rarement de façon... On va pouvoir les exposer en permanence dans un parcours muséographique avec un espace 2 fois plus grand, avec une salle de conférence, avec un auditorium, avec un espace urbain créé dans la cour. Donc clairement, les retombées, ça va être des retombées de notoriété, des retombées économiques, des retombées qui sont à corréler par exemple avec les retombées de la LGV. La LGV 2017-2018, on voit augmenter de façon absolument considérable le nombre de passagers. On peut supposer que le nombre de passagers augmentant, le nombre de touristes augmentant, le nombre de visiteurs augmentant, tout ça crée un cercle vertueux, et contrairement à ce qu'on pense, ou à ce que j'entends ici ou là, il ne s'agit pas d'opposer, de dire on a déjà Leclerc, on a déjà Pont-Aven, pourquoi Morlaix? Mais non, parce qu'on a déjà Pont-Aven, parce qu'on a le fonds Leclerc, Morlaix peut s'inscrire aussi sur ce parcours culturel de territoire finistérien. Nous savons que le tourisme culturel est très important en Bretagne, parce que le patrimoine culturel en Bretagne est très important, mais là, nous nous inscrivons dans une mosaïque où nous avons toute notre place. Sur notre projet tout particulièrement, il y a une volonté de phaser. Donc les échéances, c'est
d'abord un postulat, fermeture à minima. On restera ouvert autant que l'on pourra. Une phase 1, 2017-2018, où on met les œuvres à l'abri. En tuilage 2018-2019, où on restaure l'église et la charpente, monument historique. 2020, 2019 peut-être, 2020, 2021, l'aménagement muséal dans sa globalité. L'atelier Novembre a été l'un des candidats, l'un des presque 100 candidats à avoir concouru au concours d'architectes. Et ce qui est assez intéressant à observer, me semble-t-il, c'est qu'ils ont été retenus à l'unanimité. Ils ont proposé d'emblée quelque chose qui était tout à fait conforme à nos attentes. Et pourquoi c'était conforme à nos attentes? Parce que ça témoignait de la très bonne connaissance, à la fois du fond et du territoire. Alors, les étapes, concrètement, donc nous avons été lauréats d'un concours. Cette étape est passée. Actuellement, nous développons le projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un bâtiment historique, classé monument historique, sur le clos et couvert, c'est-à-dire sur les murs, sur ce qui est visible, obligatoirement intervient un architecte en chef des monuments historiques, c'est leur formation. Et donc il va y avoir une double maîtrise d'œuvre, disons une maîtrise d'œuvre pour tout ce qui est aménagement, c'est nous, et puis une maîtrise d'œuvre pour le clos couvert du bâtiment qui fait l'objet d'une consultation actuellement. Et donc cette personne aura la charge de la réhabilitation, la restauration de l'église. Et donc, et comme actuellement dans l'église il y a la collection, préalablement nous allons faire les réserves, les futures réserves du musée. Quand nous aurons fini cette première phase, il peut y avoir un transfert des œuvres vers ces réserves. Donc l'église pourra être restaurée, réhabilitée. Et puis, à l'issue de ces travaux, nous aménagerons après l'ensemble du musée pour une ouverture prévue en 2021. Un chantier aussi important, évidemment, ça implique une enveloppe budgétaire tout à fait importante. Je sais que ça fait l'objet d'un certain nombre d'observations, voire de critiques. C'est un budget de 13 millions d'euros, toutes taxes comprises. 13 millions d'euros, ça peut sembler beaucoup, ça peut sembler insuffisant pour certains. Je voudrais aussi dire que certains trouvent ce montant insuffisant, donc tout est possible. Je fais observer quand même que si, comparativement à Pont-Aven, on trouve que c'est trop élevé, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a plusieurs chantiers en un. C'est-à-dire qu'il y a la restauration du musée, mais aussi la restauration de l'église en tant que monument historique. Donc, et puis aussi l'aménagement urbain. Cette somme, elle est phasée, elle aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas sortir le carnet de chèques et faire un chèque de 13 millions d'euros. Ça va durer longtemps. La première phase, c'est 1,5 million. La deuxième phase, c'est 2,7 millions. La troisième phase, c'est 3,9 millions. Ça, c'est hors taxe. On y ajoute les honoraires, naturellement, et les études, et on aboutit à cette somme-là. C'est que la volonté, elle était véritablement d'étaler dans le temps, parce que nous avons parfaitement conscience que c'est une contrainte, voilà, c'est une somme importante. Mais encore une fois, nous sommes là aussi pour faire des choix qui puissent servir la ville, le futur de la ville, construire son avenir, et répondre aussi à ce besoin d'attractivité de territoire que nous avons de façon impérieuse, il faut le dire. 13 millions, ça veut dire que nous avons la nécessité de solliciter tous les financeurs possibles et imaginables. Tous les financeurs institutionnels ont répondu présent. Les partenaires institutionnels, l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental, le Pays de Morlaix, Morlaix Communauté et bien sûr la ville de Morlaix. L'ensemble de ces partenaires ont répondu présent à la mesure de leurs moyens, à la mesure de leurs ambitions, à la mesure de leurs arbitrages. Mais là aussi, et encore une fois, aussi bien sur la partie monuments historiques que sur la partie musée, à proprement parler, l'État a été extrêmement présent et extrêmement facilitateur pour convaincre les autres partenaires, puisqu'on sait qu'il y a un effet cascade. Quand un partenaire dit oui, ça incite le second à dire oui aussi. Mais ça n'est pas tout. Nous savons maintenant que depuis plusieurs années que les partenariats publics-privés sont très importants. Donc nous avons déjà commencé à solliciter des partenaires privés.
Ces partenaires privés, c'est à la fois la souscription publique, le petit donateur, le donateur qui est capable de donner 10 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, et le gros donateur, le mécène, qu'on appelle mécène, qui est généralement un acteur économique, qui voit un intérêt pour lui-même, pas seulement à cause de la défiscalisation, c'est aussi parce que sa notoriété finalement peut se mesurer à son investissement dans des projets culturels si c'est la culture qui l'intéresse, sportif si c'est le sport qui l'intéresse. Enfin, c'est une mauvaise entrée que de penser qu'un projet efface un autre. Aucun projet n'efface un autre projet. En revanche, en permanence, il y a beaucoup de projets sur la table et il nous revient, c'est notre responsabilité, d'arbitrer. Et puis, je signale aussi que c'est multipartenarial. Le financement est multipartenarial, c'est-à-dire que nous n'avons pas totalement vidé nos bourses pour mettre tout notre argent sur le musée. Nous gardons évidemment de l'argent pour des investissements, pour la voirie, pour la piscine, pour des travaux que nous menons. C'est-à-dire que le degré d'investissement sur les équipements et sur les projets divers est à la même hauteur pendant les 3 années futures que pendant les 3 années qui ont précédé. Notre commande politique, c'est une commande, je dirais, c'est un espace de valorisation, de transmission et d'émotion. Donc, que ce soit en art religieux, en art populaire, en histoire du territoire, en art des beaux-arts, je rappelle qu'on a un Boudin, qu'on a un Courbet, qu'on a un Monet, qu'on a